Maintenant, c'est le moment de passer la parole à Martine, qui doit être à Brest. Bonjour Martine. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Et donc, tu vas te présenter. Martine coordonne le registre Ta Vie et va nous raconter la vie de ce registre avant et après le chaînage avec le SNDS. Écoute, merci Bertrand. C'est un plaisir de pouvoir parler avec vous. Vous m'entendez bien? Je vois que ma connexion Internet est instable. J'espère que vous m'entendez. Du coup, j'ai l'honneur de vous présenter le registre Ta Vie et justement comment on est arrivé à le lier au SNDS, parce qu'en effet, c'est vraiment indispensable. Juste un petit rappel, et je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'au début, quand le TAVI est arrivé, c'était un acte qui était totalement nouveau, et donc toutes les équipes qui le pratiquaient étaient excessivement volontaires et étaient prêtes à faire beaucoup d'éléments pour récolter des informations et pour suivre les patients. Donc au départ, on avait 2000 TAVI par an sur les 2 premières années. Ça nous a permis de faire France 2, et c'est un registre qui était très exhaustif, et d'ailleurs on a pu le publier dans New England parce qu'il n'y avait pas de perdu de vue, très peu de perdu de vue. Et ensuite, l'État nous a demandé de continuer le registre. C'est un registre obligatoire. Quand on pose un TAVI, on doit renseigner le patient dans le registre, et on nous a demandé donc de continuer. Mais on est pour les comme vous le voir, en moyenne par an. Les 2 dernières années, on a eu 16 et 17 000 patients par an, donc on n'est plus du tout dans le même nombre de patients à suivre. De 34 centres, on est passé aux 54 centres qui possèdent la chirurgie cardiaque. Et donc, on n'est plus du tout dans les mêmes données. On a beaucoup plus de patients et beaucoup plus de patients par centre à suivre. Et du coup, comme pour tout registre, c'est-à-dire les registres initiaux sur des nouvelles techniques, il y a un engouement des différents experts qui vont faire le registre. Et puis après, on a une érosion de notre réactivité. Donc, le taux de suivi est en baisse. Et comme vous le savez, si on a un taux de suivi en baisse, les éléments que l'on va tirer du registre seront difficiles à analyser. S'il nous manque les décès, si 40% des patients ne sont pas suivis, on ne pourra bien sûr rien tirer de ce registre. Et on a de ressources, besoin d'argent. Et comme vous le savez tous, c'est l'élément qui pêche, quelle que soit la société savante. Et donc, on s'est dit que la seule façon de s'en sortir, c'était de rendre les choses beaucoup plus automatiques et de diminuer la nécessité d'avoir des ressources humaines, justement, en se basant sur le SNDS. Alors, pour vous donner un exemple de cette baisse de fiabilité du registre que l'on a mis en place et qui est pourtant obligatoire, hein, il est obligatoire pour poser un TAVI, l'État nous oblige à remplir le registre. Et vous allez voir, donc vous avez en France 2, donc le fameux début, on avait 3300 patients qui étaient suivis. Vous voyez que le taux de perdu de vue était inférieur à 6%, ce qui est équivalent à une étude randomisée avec le nombre de patients dont on disposait. Par contre, le nouveau registre qu'on a appelé France TAVI, en 2014, vous voyez, c'est le même nombre de patients pour une année, et bien le taux de perdu est aux alentours. Et donc, ce qui fait que c'est vraiment utilisable et cette érosion est vraiment typique. Et donc, on a décidé alors, je ne vais pas vous refaire le SNDS puisque Axel Menu-Bartom l'a très bien réalisé, en sachant qu'on a un tout petit problème en ce moment avec le CEPIDC, c'est-à-dire qu'on n'a plus tellement d'analyses, c'est plus difficile d'avoir les analyses de mortalité. Mais enfin, on a donc le fameux SNDS, et on s'est dit qu'il fallait se lier SNDS, c'est une façon d'avoir un registre que l'on peut de nouveau exploiter. Donc, en mars 2018, on est passé dans le CSRS. En avril 2018, le CSRS nous a dit OK, on est passé devant la CNIL. Il nous a fallu beaucoup plus de temps pour obtenir l'accord de la CNIL. Et en décembre 2018, la CNIL nous a dit OK, on est d'accord pour que vous appariez votre registre au SNDS. Et en février 2019, puisqu'après, il faut bien sûr faire une convention avec la CNAM, puisque c'est la CNAM qui possède le SNDS. Donc, on a fait une convention et on a obtenu ce qu'on appelle un SNDS FIS, c'est-à-dire que la CNAM nous a envoyé les données que l'on désirait, et ensuite, on les a exploitées et analysées. Et on a fait donc notre premier appariement
en février 2019. Vous voyez, donc il y a quand même un certain temps et beaucoup d'énergie pour obtenir ce type d'appariement. Alors, qu'est-ce que la CNIL nous a autorisé? Elle nous a autorisé à avoir les données, lorsqu'un patient a un TAVI, d'avoir les données de ce patient dans les 2 ans avant, dans le SNDS. Donc, on a le SNDS 2 ans avant l'implantation du TAVI et on a les données du SNDS 10 ans après l'implantation du TAVI, ce qui est déjà pas mal. Alors, certains chirurgiens cardiaques nous diront que ce n'est pas suffisant pour avoir la durabilité, mais on espère pouvoir obtenir une prolongation, bien sûr, du suivi de ces patients. Et ça, cette autorisation, elle était valable pendant 5 ans. Alors, comment pouvait-on faire l'appariement? Puisque on l'a très bien dit, hein, c'est le problème de l'anonymisation des patients. Soit on faisait un appariement direct avec le NIR, qui est le numéro unique patient dont on dispose, mais là, vous imaginez bien qu'en tout cas à cette époque, la CNIL ne voulait pas, donc on n'a pas fait ce type d'appariement. On pouvait faire un appariement déterministe où on pouvait rattraper, on pouvait reconstruire de façon un peu indirecte ces fameux numéros, mais là encore, la CNIL n'était bien sûr pas d'accord. Et donc, on a fait un appariement probabiliste, c'est-à-dire qu'on était variable de notre registre, qui était qui était le mois et l'année de naissance, qui était la date d'hospitalisation, le lieu de l'hospitalisation, la date de la procédure. Et là encore, c'était comme pour la chirurgie, ce sont des procédures marquantes. Hein, le TAVI a un code CCAM. Et la sortie d'hospitalisation. Et donc, on avait, avec ces éléments-là, on a pu apparier notre registre. Et on voit que le taux d'appariement en 2019, le premier appariement, on n'avait pas tout à fait 90% des patients appariés. On en a un peu plus en 2022. Pourquoi? Eh bien, parce que je vous ai expliqué la deuxième partie de notre pour le rendre un peu plus automatique, qui va expliquer ceci. Pourquoi on n'avait pas autant un appariement à 100%? Eh bien, parce que vous savez, quand on remplit un CRF, qui est une double saisie, eh bien, on peut avoir des erreurs de date, on peut avoir des patients qui sont pas encore nés quand ils ont leur TAVI, enfin, etc. Donc, il y a toutes ces erreurs de saisie qui font qu'avec ce type d'appariement probabiliste, on ne peut pas avoir un appariement complètement complet, mais au fur et à mesure, on a une progression, surtout parce qu'on l'ensemble beaucoup plus automatique, comme vous allez le voir. Donc, on a notre SNDS. Le SNDS, on prend une partie de la base qui nous est nécessaire à faire nos études. C'est donc la base d'analyse par la CNAM. C'est ce on a appelé le SNDS FIS, entre guillemets. Et donc, c'est les 12 années, donc 2 ans avant et 10 ans après le TAVI. Puis, on crée les différents éléments qui nous permettent de suivre nos patients avec un suivi qui va être beaucoup plus important. Donc, si on reprend notre année 2014, où on avait donc 3894 patients qui avaient un taux de suivi inférieur avec près de 40% de perdu de vue, avec le SNDS, les mêmes, puisque bien sûr, on a réussi à faire le suivi pour tous ces patients, on n'avait plus que 1% de perdu de vue. Alors, le 1% de perdu de vue, c'est soit le patient qui a déménagé, mais c'est peu fréquent, ou bien c'est un décès qui n'a pas été répertorié. Alors, donc, on voit qu'on a encore un problème. Donc, maintenant, les centres, ils n'ont plus besoin de prendre des arcs pour faire le suivi, mais ils ont quand même le problème de la saisie dans le CRF. Et quand vous faites 300, 400 avis par an, eh bien, les centres vous disent non, on ne peut pas, nos arcs, il faut qu'ils fassent autre chose, c'est trop, ça prend trop de temps, etc. Donc, on s'est dit, eh bien, on va réaliser une automatisation, c'est-à-dire qu'on a des logiciels métiers, comme tout le monde, surtout en cardio, c'est assez développé. Donc, quand le cardiologue fait son geste TAVI, eh bien, il renseigne un logiciel qui va générer le compte-rendu. Eh bien, ce logiciel métier, donc dès qu'il n'y a pas besoin de double saisie, le cardiologue remplit son logiciel comme il le fait lors de son acte, et les données vont être extraites automatiquement de ce logiciel métier et vont aller dans une base de données centrale avec une anonymisation. Et puis, ceux qui ne peuvent pas avoir ce logiciel métier, eh bien, ils continuent à faire la double saisie. Et le suivi annuel, il est fait, bien sûr, uniquement par le SNDS, sauf, et ça c'est important dans notre domaine qui est le TAVI, sauf qu'on n'a pas, comme vous l'a très justement dit Madame Axel Menu, on n'a pas les données d'imagerie.
C'est-à-dire que, du coup, on demande quand même au centre de réaliser un recueil des échographies qui sont faites en ville ou à la campagne, hein, qui sont faites en dehors de l'hospitalisation. Et on leur demande, bien sûr, de remplir ces données. Donc, c'est l'élément qui persiste dans les centres, c'est le recueil de l'imagerie qui n'existe pas dans le SNDS. Donc, cette double cible est vraiment très, très intéressant et on essaye pour l'instant d'avoir l'ensemble des centres, des 54 centres avec ces logiciels métiers. Il reste encore Paris, qui est toujours un peu particulier avec la PHP, où il n'y a pas de ces logiciels métiers, puisque Hirsch ne le voulait pas, mais maintenant, ça va se faire et on devrait avoir un des deux logiciels métiers. Donc, on a nos 54 centres, on a 41 centres qui ont les logiciels métiers qui peuvent exporter automatiquement vers le système central. Et puis, on a 14 centres encore qui sont obligés de faire la double saisie avec le CRF. Et puis, on a donc les données. Mais on sent encore que c'est encore plus compliqué et on voudrait étendre cette possibilité à l'ensemble des registres que fait la Société française de cardiologie. On en est à peu près à 18 actuellement. Et donc, on est allé vers la CNIL et en disant, eh bien, voilà, il faudrait qu'on puisse, pour tous nos registres, avoir ce lien avec le SNDS. Le problème, c'est que la CNIL dit, lorsque vous avez un registre, et que lorsque vous demandez une étude, vous faites, comme vous le disiez, pour le robot, vous voulez savoir la safety du robot. C'est une étude avec des objectifs, avec des primaires, secondaires, etc. Ça va. Mais si vous prenez un registre et qu'à partir de ce registre, vous allez faire des tas d'études ancillaires, pour la CNIL, c'est plus la même chose. Ce n'est plus un registre banal, c'est un entrepôt. C'est-à-dire que vous avez des données et ces données, vous allez les utiliser pour de multiples indications et non pas simplement le premier caractère, le premier critère pour lequel vous avez créé le registre. Et du coup, on a créé, on demande à la CNIL de cardiologie et que c'est exploité par l'ensemble de nos cardiologues qui les fournissent de façon à ce que chacun s'y retrouve et puisse faire des études ancillaires à partir des données collectées. Et donc, le France TAVI, avec son SNDS FIS, va rentrer dans cet entrepôt, puisqu'on n'avait que 5 ans d'autorisation. Mitragister, qui est le registre pour les clips, pour la mitrale et la tricuspide, est déjà dans l'entrepôt. Ensuite, on pourra mettre dans l'entrepôt tout ce qui est validé par la CNIL, c'est-à-dire avec le MR 004, c'est-à-dire que les patients sont informés et on pourra rentrer et ensuite exploiter, ou bien lorsque l'information des patients n'est pas complète, eh bien, il faudra bien sûr passer par une autorisation au niveau de la CNIL. Et enfin, l'enrichissement de notre hub va se faire par tous les autres registres. On a mis à l'intérieur déjà les myocardites, enfin bref, je vous passe. On a plusieurs registres qui sont rentrés dans notre entrepôt et qui vont donc être liés au SNDS et ainsi nous permettre de ne plus avoir de dépenses en RH sur le suivi. Et ça nécessite qui est de la française, un comité de registre. Chaque registre, suite à son comité scientifique et son comité de pilotage, tout ceci est exigé par la CNIL pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement et que tout soit bien. Donc, l'information du patient, elle est juste fondamentale. Il faut que le patient soit informé, pas de dérogation. Autrement, on est obligé, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus compliqué. Et donc, voilà des exemples, hein, mais ça, c'est juste pour vous montrer. Donc, on voit l'évolution grâce à ça du nombre de TAVI implantés. On voit la proportion donc de femmes et d'hommes. On voit l'évolution de l'âge. Et on voit que dans le TAVI, l'âge n'évolue pas beaucoup. On voit l'évolution des scores de risque, on voit l'existence, excusez-moi, il y a une erreur dans le titre, l'utilisation de l'anesthésie pour les fémorales avec une diminution drastique, enfin bon, la localisation, très grand, permet du temps tout ce qu'on peut avoir comme élément important. Donc, moi, pour nous, ce registre, il apporte des données, bien sûr, indispensables. Et comme on l'a très justement dit,
en complément d'une étude randomisée, il nous donne toutes les études, toutes les données de sécurité, d'efficacité, mais qu'avec au fil du temps, on a, c'est normal, une érosion un peu de l'enthousiasme des équipes qui arrêtent de le remplir. Et donc, ce lien avec le SNDS et l'automatisation avec les logiciels métiers nous permettent d'obtenir à nouveau un registre de qualité qui, maintenant, on est à peu près à une quinzaine d'études ancillaires qui vont être publiées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est nous. Bravo. Bravo les cardiologues. Bravo. Nous vous remercions pour cette magnifique présentation et cette expérience de nos collègues cardiologues qui est absolument remarquable. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions. Moi, j'en ai deux premières. Juste pour le début de votre communication, est-ce qu'on peut imaginer que votre expérience, entre guillemets, malheureuse, mais qui a finalement bien évolué vis-à-vis de la CNIL, peut aider les sociétés savantes qui auraient des projets à venir à réduire le temps un petit peu, ce qui s'est passé pour le forfait innovation, par exemple, où au début, il fallait peut-être 2 ans pour avoir un début de réponse, où maintenant, ils ont changé un petit peu les règles. Et une fois qu'on a composé le fameux formulaire EVACT, eh bien, ils ont 6 mois. Et si ce formulaire est présenté par la DGOS à la HAS, normalement, il y a le délai de réponse, un peu comme en Allemagne, et de 6 mois. Est-ce que là, par exemple, si on avait un dossier standardisé comme le dossier EVAC pour le forfait innovation, on pourrait espérer une réponse plus rapide de la CNIL? C'est la première. Alors, c'est une très bonne question, mais ce qui est un peu compliqué, c'est que tout évolue. C'est-à-dire qu'au début, quand on a fait France TAVI, France TAVI, la CNIL nous a autorisé tout de suite parce qu'on était les premiers. Et puis ensuite, elle nous a dit, attention, quand on a voulu mettre nos autres registres, elle a dit, non. Au début, on était d'accord avec France TAVI, mais là, c'est des entrepôts, c'est plus la même chose. Donc, du coup, on s'est dit, comme c'était l'entrepôt, elle voulait faire des tests, on a été l'un des premiers à réaliser. Il y a très peu d'entrepôts de données comme le nôtre. Je crois qu'on doit en avoir 5 en France. Dont une seule avec une société savante, et c'était d'accord. Et puis maintenant, tout évolue, c'est-à-dire qu'elle s'aperçoit probablement d'éléments qui peuvent être indésirables pour elle ou pour la mise en risque des patients, et donc elle modifie au fur et à mesure ces différentes demandes. Mais on peut en effet peut-être élaborer un dossier, mais malheureusement, je trouve que ça évolue beaucoup en fonction au fil du temps. Ouais, ou leur demander de le faire. Bon, je sais. Oui, on pourrait leur demander de le faire. Tout à fait. Absolument. Et ma deuxième question, c'est, donc là, on en revient à la cardiologie, c'est-à-dire que vos 18 registres, par exemple, est-ce que vous avez une relation avec la FSM? Est-ce que ces registres font partie des registres qui sont actuellement élaborés avec la FSM, ou alors c'est une gestion indépendante? Non. On est complètement… La cardiologie, la FSM, on a eu quelques… dirons-nous, quelques éléments difficiles. Donc, on n'est pas très avec la FSM. On fait nos registres, ça se passe bien. C'est une gestion à l'intérieur parce que vous en avez donné les moyens, bien évidemment. Alors, il y a une première question d'Albert-Claude Benamou qui récupère un micro. Oui, merci. Oui, bravo pour cette très belle présentation. Une question sur les entrepôts. Les entrepôts, là, c'est donc la Société française de cardio qui a cet accord de la CNIL pour pouvoir le mettre au point, l'utiliser. Exactement. Vous avez dit qu'il y a 5 types d'entrepôts actuellement. Nous, la communauté des chirurgiens, on est peut-être intéressés dans différentes disciplines à se dire, et si nous avions notre entrepôt de données de santé en endoscopie digestive interventionnelle, ça pourrait être extrêmement passionnant. Comment fait-on est-ce qu'on pourrait constituer ce genre d'entrepôt aux sociétés savantes de faire cette démarche? Comment ça? Alors, nous, on l'a fait parce que nos registres nous sont plus ou moins, comme France 2 avait été une très grande réussite avec une belle publication, l'État nous a dit, il faut que vous continuiez. Donc, du coup, là, maintenant, on se sent un peu piégé. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, plus on automatisera et surtout plus on bénéficiera du SNDS avec les limites dont il dispose, mais qui sont quand même juste les résultats biologiques. On n'en a aucun. Et on n'a pas les résultats de l'imagerie, ce qui, dans notre spécialité à nous, est gênant. Par exemple, on a un registre sur l'insuffisance cardiaque qui est dans l'entrepôt,
mais malheureusement, on n'a pas les données biologiques et ça nous gêne. Donc, le SNDS a des, comme l'a très bien dit Axel Menu, a des limites, mais ça nous va. Ce qu'il faut pour l'entrepôt, et c'est donc il faut aller voir le CESRES et la CNIL, mais c'est surtout la CNIL, et demander donc il faudrait en effet, comme on le disait tout à l'heure, peut-être de proposer une sorte comment faire un mode d'emploi pour créer ces entrepôts. Mais je pense que ces entrepôts, ils sont vraiment indispensables parce que ça libère la société savante et c'est moins cher de faire un entrepôt que de faire une étude avec un industriel, avec un suivi, parce que tout ça coûte énormément d'argent et c'est donc quand même un tout petit peu moins cher, bien que c'est un coût. Et je pense que nous, on y arrive mieux avec l'entrepôt qu'on arrivait avant avec le suivi de tous nos registres. Mais il faudrait en effet une sorte de mode d'emploi que la CNIL devrait nous proposer aux sociétés savantes ou aux hôpitaux ou quoi que ce soit. Il faut savoir que le Health Data Hub n'est pas un entrepôt, n'a pas d'entrepôt encore. Le Health Data Hub national. Oui. Martine, comme tu es membre du conseil scientifique du HDH, tu peux dire que une des missions du HDH, dont va nous parler tout à l'heure Hossein, c'est précisément, une de ses missions, c'est précisément d'accompagner tout le monde, et notamment les sociétés savantes, dans tout ce parcours qui est assez compliqué pour pouvoir arriver à faire ce qui est quand même assez formidable, ce que font les cardiologues. Mais c'est une des missions du HDH, ça. HDH, exactement. Alors, Hubert Joannet. Je repose la question, donc, après avoir écouté Martine Gillard. D'abord, félicitations pour ces données, très finement médicales. Mais j'ai déjà entendu, d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt, Madame Gillard, il y a une dizaine de jours, qui nous avait dit qu'ils avaient eu 0 € d'argent public. Et donc, moi, ma question, c'est, je repose la question, est-ce qu'une société savante lambda ou un CNP, un petit CNP, par exemple, la chirurgie pédiatrique, a les moyens de pouvoir développer ces registres, ces algorithmes et ces apports de données cliniques en pratique? Parce qu'en fait, le sujet, c'est ça, c'est d'apporter à la collectivité des données médicales dans les bonnes conditions, sans que cela représente une charge de travail héroïque pour les promoteurs et un financement difficile. Moi, quand j'entends la Sofcote nous expliquer, le président de la Sofcote nous expliquer qu'ils envisagent de faire un emprunt, les orthopédistes, ce n'est pas une petite spécialité chirurgicale. Donc, voilà ma question. Alors, ce n'est pas de dire ça ne va pas, c'est de dire comment peut-on progresser. Est-ce que vous avez entendu la question du professeur Joannet? Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec lui. Le gros problème, c'est le financement. Et je pense que ce que disait Bertrand, c'est il faut qu'on trouve avec le Health Data Hub, c'est sa mission. Alors, bien que le Health Data Hub ne soit pas encore un entrepôt, puisque ça a été un petit peu reporté son passage devant la CNIL, mais il est en effet impératif qu'on puisse mettre à la disposition des sociétés savantes des possibilités d'avoir accès à des algorithmes. Alors, soit la société savante aura son propre entrepôt, soit elle bénéficiera de l'entrepôt que constitue le HDH et bénéficiera des différents algorithmes qu'on pourra lui proposer. Et je pense que le but, en fait, au départ du HDH, mais comme ça prenait un peu de temps, nous, moi, je suis une fille un peu pressée, donc on a fait notre élément de notre côté, mais le but, c'est quand même que le HDH offre une plateforme dans laquelle vous pourrez mettre vos registres et on vous donnera les algorithmes nécessaires et les méthodes d'utilisation pour le lier au SNDS. C'est ça le but, normalement. Très bien. Et écoutez, c'est essentiel. Deux dernières questions. Oui, Laurent Sedel, j'étais président de la Sofcote en 2009 et c'était déjà une question terrible parce que nous, les orthopédistes, alors on ne fait pas 3000 interventions, on fait 150 000 prothèses de hanche par an, 100 000 prothèses de genoux et on n'a jamais pu monter un registre, ce qu'on demandait depuis de très nombreuses années. Alors, les orthopédistes, ils demandent de l'argent. En fait, on avait trouvé une solution, c'était de demander aux industriels qui vendent la prothèse quelque chose comme 5 €, ce qui aurait permis de remplir les datas. Mais moi, j'ai grand espoir dans ce qu'on nous présente tout à l'heure,
c'est-à-dire croiser les données de la Sécu, en fait, croiser les données de la Sécu, puisque tout est enregistré. Maintenant, avec les douchettes, on a les matériels, on a les dépenses, on a les actes, on a le CCAM. Pourquoi on n'en sort pas? Alors moi, je suis pas trop... C'est enregistré, mais anonymisé. Donc, voilà, alors je crois qu'il y a beaucoup... l'exploit qui a été fait, qui nous a été présenté, ça a été d'aller au-delà de l'anonymisation et par des techniques qui sont très, très fines, incontestablement. Oui, c'est là quand même, on pourrait prendre exemple auprès de nos collègues européens ou ailleurs, hein, puisque en Suède, ils ont commencé en 79, hein, quand même. En Australie, il y a 25 ans, les Anglais, il y a une trentaine d'années. D'abord au niveau de la société savante. Et ils ont des registres, Alors, c'est organisé par les sociétés savantes dans ces pays. Et ce sont les industriels qui payent un peu. Enfin, c'est pas non plus extrêmement. Mais là, les chirurgiens thoraciques et maintenant les cardiologues nous ont clairement montré le chemin. C'est une question d'organisation interne et de volonté. Oui, voilà. Oui, alors, dernière question. Non, j'étais pas sûr d'avoir tout compris. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à chaîner tout le monde? Est-ce que c'est parce que ça passe par le NIR? Ou est-ce qu'au contraire, vous essayez de contourner la CNIL avec un jeu tout à fait hypocrite, mais qui est sans doute le seul possible. Hein, et donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Non, c'est pas du tout. On n'est pas du tout. On ne contourne pas la CNIL. C'est la CNIL qui nous a donné l'autorisation de faire du probabilisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas le NIR. Donc, pour l'instant, on n'utilise pas le NIR. La CNIL ne voulait pas à l'époque. Je sais que maintenant, la CNIL peut l'autoriser dans certains registres, mais à notre époque, nous, ce n'était pas possible. Donc, on n'a pas le NIR, on n'a pas le direct. C'est du probabilisme. Mais c'est pas du tout, on ne contourne rien. Toute la partie nominale du registre, parce que chaque registre, bien sûr, on a le nom, prénom, on a tous les éléments comme dans tout registre. Tous ces éléments-là sont exclus. Ce qu'envoient les logiciels métiers, c'est uniquement les données, mais pas du tout les données personnelles. Et les seules choses qu'elles envoient des données personnelles, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire le mois et l'année de naissance, le lieu d'hospitalisation, la date de l'intervention et la date de sortie. Et c'est avec ces éléments-là qu'on reconstitue, qu'on remet entre guillemets le nom sur un patient, mais on ne peut pas le retirer, on ne peut pas l'analyser, on ne sait pas qui c'est. Merci. Mais dans mon pays de rugby, on appelle ça quand même ça un cadrage et le bordement. Non, je pense qu'on n'est pas du tout justement dans un cadrage ou débordement, c'est qu'à chaque fois, on va construire toute une série de procédures pour relier les deux bases avec des informations communes, que ce soit le NIR, que ce soit le nom, le prénom via la CNAV, ou que ce soit à partir de données correspondant à l'hospitalisation, à l'acte, etc. On est obligé vis-à-vis de la CNIL, lorsqu'on présente l'ensemble du dossier, définir toute une procédure qui va permettre de découpler les informations qui permettent de revenir au patient. Donc, je vais enlever toute la partie nominative d'un côté, je vais les mettre. S'il y a des choses qui sont trop nominatives à un moment et dont on a besoin, par exemple le NIR, on va l'envoyer à un tiers de confiance qui, lui, va l'anonymiser avec ce double système de la même façon et va renvoyer avec un numéro patient à une autre base et on va relier l'ensemble. Et donc, avec ce système de relier plusieurs bases à différents moments et à différents niveaux, on va couper complètement à chaque fois l'ensemble. Donc, ce n'est pas du détournement, c'est de la stratégie fine pour éviter justement tout retour au patient et toute identification du patient. Il est interdit d'avoir une base de données détaillée médicale et d'avoir de façon en dehors de votre dossier patient et des données nominatives directes. Si vous avez ce type de choses, vous êtes obligé d'avoir deux bases même si séparées physiquement, c'est-à-dire sur des ordinateurs différents où je ne les relie pas comme ça. Bien, on passe maintenant à Hossein Kansari, qui est donc le directeur scientifique du HDH, qui va vous expliquer justement ce rôle du HDH qui, de mon point de vue, est un rôle absolument fondamental dans l'écosystème dont fait partie le SNDS, mais qui va vous expliquer pourquoi ce HDH a un rôle essentiel. Et on remercie encore Madame Gillard. Merci beaucoup. Et merci Martine pour ton exposé vraiment très brillant.